Bien, merci à tous d'être là. Encore une fois, il y a une majorité masculine. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour avoir... Où sont les femmes? Hein? Où sont les femmes? Où sont les femmes? Alors, c'est la troisième séance des rencontres brasserie Studio Mag. Il y a parmi vous 2-3 fidèles là, qui aiment bien ça. Le principe, il est très simple, c'est qu'on prend une thématique et on fait témoigner 3 ou 4 grands témoins liés à cette thématique sous un format interview très court pour éviter justement les monologues, les discours un peu, comment dire, entendus ou même chiant, voilà. Merci Alexis. Alors on essaye de mettre un peu un rythme de rythme là-dedans, de provoquer l'échange si cela suppose de l'échange avec les personnes présentes. Et ce thème est souvent raccroché à une de nos parutions, ça paraît évidemment logique. Et ça se poursuit par la convivialité. Donc tout à l'heure, je donnerai la parole à l'hôte des lieux, Jean-Claude Balès. On dit je ne sais jamais si on dit Balès ou Balèze. Fais pas attention à l'accent, il y a un accent. Ouais. Donc on dit Balès. Balès. Qui est donc avec Anthony, il est là Anthony, non? Il est en bas. Verdureau, il est en bas. Qui sont les papas de ce lieu qui est assez incroyable. Ils vous expliqueront. Certains découvrent, m'ont demandé, comme Véronique là, me dit, mais en fait nous sommes dans une brasserie, mais une brasserie peu ordinaire. Donc, tu nous expliqueras ça rapidement tout à l'heure. Et puis, nous sommes dans une zone économique récente, en plein développement, parce qu'il y a peut-être plus de disponibilité agraire à Beaune qu'à Dijon, ce que je constate en tout cas. Et parmi les voisins de Brasserie de France, il y a France Drive. En fait, ils s'appellent tous France quelque chose. C'est un peu la façon d'être. Et France Drive, c'est original. Christophe Boucher vous en parlera tout à l'heure. C'est un garçon qui a l'agriculture dans ses gènes. Et il a décidé de faire du hamburger, de composer avec notre époque, c'est-à-dire l'état d'urgence quand il fallait casser la croûte. Donc il fait des hamburgers en circuit court depuis un certain temps. Il nous expliquera tout ça tout à l'heure et on nous proposera dans la troisième mi-temps qui sera la deuxième en fait, de ce moment d'apprentissage, de connaissance, de rencontre et de convivialité. Et, je pense que nos amis Jean-Claude et Christophe nous ont concocté les accords bière et hamburger. Voilà. Sachant que pour ceux qui n'ont pas d'atome crochu avec la bière, il y en a toujours parmi nous, ou la bière n'a pas d'atome crochu avec eux, j'en connais. Il y a la possibilité de se venger sur quelques vins du domaine Françoise André, que tout le monde ici connaît. Alors voilà, l'objet de notre rencontre ce soir, c'est ce numéro de DBM. Et avant de donner la parole, enfin d'échanger avec nos 3 invités, j'aimerais quand même avoir une explication un peu sensible sur le pourquoi du comment de ce numéro. Il nous est arrivé des tas de choses imprévues dans notre entreprise. Certains d'entre vous en sont les témoins. Je pense à Véronique Thiebaud qui nous connaît depuis longtemps. Je pense à Théo qui est notre banquier. Voilà. Comme quoi on ne se fâche jamais avec personne, même quand c'est difficile. Et en fait, on a aligné les mauvaises planètes au cours de ces 3 dernières années. La première mauvaise planète, c'était le Covid. Vous allez me dire, tout le monde a pris le Covid dans les dents. Oui, sauf que la presse, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une activité difficile à tenir. On fait des niveaux de résultats entre 3 et 5% quand ça va bien. On arrive à équilibrer sur une patte quand ça va moyennement bien. Et puis on perd un peu quand on se plante un peu. C'est toujours été ça et ça fait... Studio Mag existe depuis 2006 et ça fait 30 ans que je suis chef d'entreprise dans ce métier. Ça fait 30 ans que je connais cette dimension poussive de nos métiers qui demande beaucoup de passion et de créativité. Donc on peut dire qu'on est vraiment dans un métier passion. Ça ne veut pas dire qu'il faut en désespérer parce que ça nous apporte tellement de choses par ailleurs. Ça nous grandit tellement au quotidien. Quand on se lève, quand on se rase pas toujours, on est sûr d'apprendre quelque chose. Une journée ne ressemblera jamais à une autre. Sauf que on n'avait pas appris ce qu'était une pandémie en 2020 et on s'en était mis 3 mois en arrêt total, comme beaucoup d'autres entreprises. On travaille pourtant avec l'événementiel, on travaille pourtant avec le secteur CHR, la restauration,
On travaille pourtant avec, quels sont les secteurs sensibles, l'événementiel, la restauration, le vin, la culture. Ouais, la culture, etc. Eh bien, malgré tout, notre code APE, parce que c'est ça aussi, l'administration, ne cochait pas les bonnes cases, et donc on est passé à côté des aides. Et je disais souvent en plaisantant, mais c'est pas de l'aigreur hein, quand je le dis, c'est une plaisanterie. Hein. Il aurait mieux valu vendre des sandwichs, on aurait été plus aidé. Bon, voilà, on sort de cette période-là avec 300 000 de trous. Sur une boîte de l'importance de la nôtre qui fait 1 million de chiffres, ça, à peine 1 million, ça fait beaucoup. Et là, comme on est très chanceux, fin 2020, boum, crise du papier. Le papier double de prix. Alors comme vous êtes tous des chefs d'entreprise, vous allez vite comprendre, le tiers des achats dans notre activité, c'est l'impression. Et la moitié de ce tiers des achats, c'est le papier. Alors quand la moitié du tiers double, ça vous fait à peu près 17% de charge en plus. Alors avec un niveau de résultat usuel de 3 à 5% et un trou de 300 000 aux fesses, vous imaginez bien que la partie n'était pas facile. Donc bah, ça fait rien, on est battant, on se bat, peut-être bêtement d'ailleurs, hein, peut-être qu'à ce moment-là, Véronique nous l'expliquera, maître Thiebaud, qu'à ce moment-là, c'est peut-être à ce moment-là qu'il aurait fallu se rapprocher du tribunal de commerce, et non pas plus tard, possible. Et on avait des raisons, objectives en tout cas, et à force de donner, bah, personnellement, le dirigeant, c'est un des articles que vous trouverez dans ce numéro, il y a un très bon papier sur la santé du dirigeant. Et ben, le dirigeant, il s'est pris une crise cardiaque, en toute logique. Après, comme il ne fait jamais les choses à moitié, il s'est repris une mort subite 2 semaines plus tard. Donc, et j'ai été mis 8 mois au tapis. 8 mois au tapis avec une activité dont vous connaissez déjà l'historique. Bon, malgré tout, on a continué, parce qu'on doit être obstiné. J'ai une équipe formidable qui est ici et qui a pris les choses en main sur l'opérationnel, notamment Alexis pour ce qui est de la direction de la rédaction, Amaury qui est derrière lui a dopé considérablement le virage numérique, et puis Alexandra, ma fille, c'était pas du tout prévu dans notre tableau de marche. Moi j'avais prévu une transmission sur 3 à 5 ans, sauf que j'étais au tout début de ce schéma-là. Et donc Alexandra, elle a son papa qui était mourant, parce qu'une mort subite, ça porte son nom, voilà. Et en même temps, une question se posait, qu'est-ce qu'on fait? On arrête ou on continue? Et Alexandra a pris la direction générale de l'entreprise, avec son expérience, puisqu'elle avait dirigé auparavant une activité de traiteur, entre autres. Donc rien à voir, mais en même temps, quand on a dirigé une activité, on s'est parlé aux banquiers, on s'est parlé aux fournisseurs, on s'est parlé, voilà, etc. Ils se sont organisés entre eux. Je me suis occupé de ma santé, j'ai séché 25 kilos, ça a été un sport aussi. On revoit toute la copie de sa vie en même temps. Et puis notre mandataire ad hoc, puisqu'on avait pris un mandataire ad hoc dans ces circonstances, qui est là, Véronique Thiebaud, pour en témoigner, il m'est arrivé du fond de mon lit de faire des réunions avec le mandataire ad hoc. Si on est salarié, on est puni, si on est patron, on est obligé. Voilà, donc, sinon, ça passe pas. Jusqu'à quand même parvenir à réinjecter 150 000 € dans l'entreprise pour qu'elle tienne. Ce qui est... Il faut avoir la foi quand même, hein, vous êtes dans cette situation, bah, vous remettez 150 000 au pot. Je dis bien, c'est de l'argent personnel. Nous, principalement, mon épouse et moi, et puis un associé minoritaire. Au bout de 8 mois, je me suis retapé et je me suis mis en retraite, puisque j'avais l'âge et la cotisation ad hoc, donc en essayant de ne pas trop peser sur le compte d'exploitation de l'entreprise. Il y avait des choses magnifiques qui ont été faites entre-temps, notamment du point de vue éditorial, tout roule, l'entreprise était gérée aussi beaucoup plus scrupuleusement dans l'absolu par Alexandra. Il y a un secteur qui blessait évidemment, c'était le secteur commercial, parce que comme beaucoup de patrons de TPE, quand vous lâchez la bride, ça se ressent dans le chiffre d'affaires. Pour tout vous dire, on a dû reperdre encore 200 000 balles sur le dernier semestre, sur le deuxième semestre. Donc on s'est retrouvé dans une situation assez particulière.
la vraie situation de résilience. Moi, je suis décidé à passer la main, mais au moment où tout sera prêt, on a une équipe en place, on a des marchés qui sont plutôt positifs, mais on a cette tension qui nous a conduit à faire le choix du redressement judiciaire. Alors pour l'anecdote, le jour de notre redressement judiciaire coïncide, cher Eric, avec, je crois, la fin de ta période de RJ à toi. C'est assez incroyable, ce monsieur qui est en une, terminé son RJ, nous on commençait le nôtre le même jour. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Alors maintenant on est dans un autre circuit. Colonne Plus, nos supports sont connus, ils ont une vraie légitimité, ils ont une vraie complémentarité entre la presse payante, la presse gratuite papier, le numérique, les réseaux sociaux, un studio qui a un savoir-faire, une notoriété sur la place, et puis une défense de valeurs qui sont de plus en plus importantes aujourd'hui, puisque je le dis en blaguant, avec Bourbon Magazine, qui est notre premier titre, on défend du vin, du cochon et des églises. C'est un résumé un peu rapide, mais qui n'est pas si éloigné de ça de nos préoccupations qui sont liées à l'aménagement du territoire, à l'équilibre territorial. Donc on a les bonnes cases avec nous. Et aujourd'hui, on est parti en période d'observation avec l'objectif de pouvoir sortir un plan de sortie le plus rapide possible. Et puis, pour ce qui me concerne, de profiter un peu du bon temps, parce que j'ai aussi d'autres occupations. Agnès peut en témoigner, avec une petite association qui s'appelle La Carrière, avec d'autres choses. Comme dans toute vie, on a envie de profiter un petit peu de ces vieux jours sans se mettre la rate au courbouillon. Voilà, c'était, je tenais en préalable à vous expliquer, je raconte un peu ma vie, mais je pense que ça vous intéresse tous en tant que chef d'entreprise, que c'est sans phare, voilà, c'est sans, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de, c'est juste des faits, voilà. Donc ce soir, nous allons accueillir 3 grands témoins. Éric de Ballon alors vous connaissez tous la famille de Ballon sur la région. Alors vous connaissez peut-être moins le père que les fils finalement. C'est vrai. Parce que les fils ils se la pètent et le père est discret. Je vais résumer ça comme ça. Comme il y a un des fils ici. Il a bien fait de venir. Non mais il y en a un, il a créé With Event. Alors c'est une bête des nouvelles économies. Bon, allons-y. Il avait créé aussi le Vélo Tour. L'autre est à la tête de AVS Communication, il veut être maire de Dijon. Non, ça c'est off. Ça c'est une bêtise. Bon, on en a parlé quand même. Bon, ils sont sur un strapontin, ils incarnent la réussite des nouvelles générations. Mais je reste persuadé, et Eric nous le dira dans l'échange, que si Eric n'avait pas pris la décision d'aller au RJ il y a 10 ans, leur histoire ne serait pas la même aujourd'hui. J'en suis persuadé. Le deuxième grand témoin, c'est quelqu'un que je connais bien, puisque je l'ai retrouvé après une autre histoire il y a 20 ans, voilà, dans le cadre du mandataire ad hoc, donc Véronique Thiebaud, qui est quelqu'un qui a une notoriété, un capital, malgré tout dans un métier ingrat, je pense un capital sympathie assez inhabituel, puisqu'elle est administrateur judiciaire. Et puis la troisième personne que je connais moins, mais on a eu l'occasion de discuter et je pense que le témoignage sera intéressant aussi, c'est donc Frédéric Lyotard, qui est président de l'association 60 000 rebonds, qui, comme son nom l'indique, permet aux entreprises qui ont le parcours du genre de la nôtre de trouver peut-être des espaces d'aération et de résilience assez opportuns. Voilà. Est-ce que le programme vous convient? Oui, de toute façon on ne peut plus changer. On ne peut plus changer, on n'a pas le choix. Puis comme vous êtes venus pour boire de la bière et manger du hamburger, on n'a pas le choix. Donc je vais commencer, il n'y avait pas d'ordre préétabli hein, sur la convocation, l'invitation, pardon. Mais je vais commencer quand même par celui qui fait la une, par Éric de Ballon. Lui aussi il se la pète finalement. Ouais, la presse la pète. Pas que je me la pète. Alors le format, je rappelle, c'est un format échange, interview. J'essaie de faire mon métier d'origine, qui est celui de journaliste. Donc on est l'un à côté de l'autre et on va essayer de faire ça de manière rythmée. Et moi j'ai une première question à te poser, Éric, c'est
Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui t'a conduit au RJ il y a 10 ans? Ouais. Alors déjà, merci, parce que ça me fait très plaisir cette couverture. Je ne m'y attendais pas. On m'a pris en photo et tout, c'était bien sympa. Et c'est une reconnaissance du monde économique. Alors, est-ce qu'on peut considérer que sortir d'un RJ, c'est une success story? Je pense que c'est, en tout cas pour moi, oui. C'est-à-dire que je suis remonté dans ma voiture, j'ai fait un peu comme Jean Reno, comme je le raconte, et j'ai dit, ça y est, je l'ai fait. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui s'était passé au départ? Pourquoi t'en es arrivé là Ce qui s'est passé, j'ai créé une société en 1986 qui faisait de la maintenance informatique. J'ai embauché des gars qui faisaient de la réparation d'ordinateurs. Moi, je ne suis pas informaticien du tout. Donc, il faut que je demande à mes fils quand il y a des choses un peu problématiques. Voilà, donc on a développé cette société de maintenance. Donc, c'est la notion de service, vous amenez, vous réparez, vous dépannez. Et puis, au milieu de ça, en 1991, le câblage informatique arrive, on met les machines en réseau. Et en 1991, j'embauche des électriciens. Et puis, des nouveaux métiers, quoi. Nouveaux métiers, puis on développe ça et ça marche bien. Et à côté de ça, j'ai toujours mes gars qui font la maintenance, mais au bout d'un moment, moi j'y connais rien. Et on vend du Dell, on vend des belles machines, des serveurs à redondance et compagnie. Et au bout d'un moment, je me dis, c'est pas possible, je peux pas tenir la baraque comme ça. Et donc, je propose à certains confrères de voir s'ils veulent racheter. Bon, personne ne veut racheter. Et donc je me dis, ben, on est un peu planté. Je suis un peu planté parce que comment je vais pouvoir développer alors que le câblage part très bien. Donc il y a un paradoxe, quoi. Voilà, on a des belles références et puis tout le monde se met en réseau, donc il faut câbler. Et puis arrive ce qui se passe, c'est que les gars en maintenance ou en service informatique sont moins virulents que je voudrais. Donc pour booster tout ça, c'est compliqué. Donc je me dis, je ne peux pas continuer comme ça, je vais aller au casse-pipe, voilà. Et je vois mon avocat qui me dit, ben, tu sais, si tu veux arrêter, il va falloir que tu te sépares de ces gens-là. Il y en avait l'équivalent de 5-6, plus tout ce qui était à côté. On arrive à un dépôt de bilan, donc on va vers le dépôt de bilan, je le prépare. Et je considère que c'est un acte de gestion, oui. Parce que je vais à la barre. Tu l'as fait suffisamment tôt. Je l'ai fait suffisamment tôt. Et pour un exemple, c'est qu'à la barre du tribunal, j'ai 200 000 € de cash. Donc je suis en cessation de paiement. Bon, je souris, mais je raconte ça, mais ça fait partie du... Hein, vous allez au tribunal parce que vous êtes en cessation de paiement. Ouais. Mais moi, j'ai le cash encore. Ouais. Sauf que je sais que dans 3 mois, c'est mort. Ça va commencer à planter de tous les bouts. Donc, acte de gestion, juge au tribunal de commerce. Et comment tu as justifié la cessation de paiement alors? Parce que c'est sur, sur les perspectives de trésorerie voilà, à 3 mois ou 4 mois. Bon, je ne dirais pas, mais le tribunal ne me pose pas trop la question. Parce que je suis juge au tribunal à Dijon, et donc je me mets en retrait à l'époque avec... Donc le tribunal n'est pas curieux? Non. Je me mets en retrait, on me dit, bah, il faut aller je vais à Châlons. Je suis jugé à Châlons. Et le tribunal n'est pas curieux. C'est vrai. Non, mais ça, bon... hein. Donc on ne me pose pas la question plus que ça. J'ai un administrateur, j'ai un mandataire, j'ai... Voilà. Maître Picard qui vient, qui me met une petite... Le célèbre Maître Picard de Bourg. Voilà, une petite gamine qui avait l'âge de mon fils et qui vient me dire ce qu'il faut faire, il faut travailler, il faut venir le matin, il faut bosser, il faut... Merci mademoiselle, je suis très content, mais sachez que je viens toujours, et puis voilà. Sauf que vous ne me laisserez pas vos voitures rutilantes devant la société, parce que moi j'ai qu'une petite C3. Voilà, c'était la petite aparté. Ils viennent, ils font... Et donc je me dis, ben, il va falloir que je m'accroche. Et un jour, elle me dit, ben, je lui dis, mais attendez, vous n'allez pas m'ennuyer tous les jours comme ça, me demander ci ou ça. Ouais, je sais où je vais. Je suis sérieux, je suis un homme propre, honnête. Et un jour, elle me dit, ouais, j'y vais plus, comment ça me... Hein. Et elle me dit, ben, si c'est ça, monsieur de Ballon, on vend votre entreprise. Donc là, le déclic... Elle avait les clés pour ça. Elle avait tout pour faire. Et donc, boum, dans ma tête, je dis, non, on ne peut pas faire ça, donc je m'accroche au bastingage et puis on y va. Donc, 60 000 € d'honoraires la première année, cash, il faut payer.
parce qu'il y a de la trésorerie, donc on peut y aller. Au cul du camion? Au cul du camion. Et ça dure comme ça, bon ben voilà, donc après vous dites c'est comme ça. Et on va vers un plan d'appurement du passif. Il était gros le passif? Alors pour moi il était à 1 million 100. Ah, quand même, ouais. Pour un chiffre d'affaires de... À l'époque c'était 3,5 millions, 3,5 millions, 4 millions. Donc un tiers du chiffre. Voilà, 1,1 million de passifs, ben, bien sûr, parce qu'on vous resserre les caisses de congés payées, les gars qui ont licencié, ben, il faut les payer, il faut les indemnités. Tout s'ajoute. Tout s'ajoute. Et là, c'est c'est une avalanche. Donc 1,1 million, moi c'était mon idée, on finit à 1,4 million. D'accord? Malgré tout, ben, une volonté forte, il faut sortir de là. C'est mon entreprise, c'est mon label. C'est donc là une volonté de sortir, donc il faut y aller. Là, il y a eu un plan d'appurement. Et en même temps, est-ce qu'il y a eu sur le plan social, est-ce qu'il y a eu des... Ben, j'ai fait entre 10 et 15 licenciements. Pendant l'observation? Ben, juste au moment après, voilà. Ouais. Hein, donc, on ne peut pas en théorie pendant l'observation. Non, mais juste après. Hein. Donc licenciement, bon bah c'est malheureux, mais vous vous séparez des gens, vous avez là, malgré tout le justificatif que là vous justifiez par le fait que vous ne pouvez pas continuer. On est sous protection de la justice. Voilà. Et puis bon bah, vous avez la caution judiciaire, on va dire. Et puis après, déroule tous les mois, on vous appelle à une cotisation, un début de remboursement passif. D'accord, l'amortissement du passif a commencé quand alors? Un an après? 2013. 2 ans après? Oui, 2 ans après. 2 ans après. Et puis après, tous les... Bon ben voilà. Mais le passif a entièrement été étalé sur 10 ans. 10 ans. Où il y a eu des négociations sur les abandons de créances. Alors j'ai demandé, au bout de 6-7 ans, j'ai demandé un abandon de créances. Voilà, j'ai proposé une solution, très peu ont répondu. Ah, ils préféraient être payés en petits sous. Bah oui, parce que bon, l'entreprise, je pense qu'il la sentait viable, donc il valait mieux, si on a le temps, on attend, et on sera payé. C'était des prêteurs, quoi. C'était des prêteurs, voilà, mais à un mauvais taux. Et puis voilà, donc on arrive au bout du compte. Oui, quel est le taux de la mort sur le passif? Eh bien, ça faisait 10-12% par an. Non, c'est le pourcentage de remboursement du dividende. Oui, mais le taux sur l'encours, il n'y a pas de taux. Non, on a zéro. C'est important de le préciser. Hein, c'est un prêt à taux zéro, on est d'accord. Sauf les prêts bancaires. Sauf les prêts bancaires qui, eux... Ils continuent. Ah ben, oui. Alors bon, dans tout ça, il y a... Sans commentaire. Excuse-moi Théo. Sans commentaire. C'était bon. Alors ça, à l'origine, c'est la Banque de Bourgogne que j'ai connue il y a 50 ans. Qui est devenue BRA et qui est devenue maintenant Société Générale. Il est vachement content, je crois. Bon, mais j'étais à la BRA à l'époque. Ah bah tiens, voilà. Et quand j'ai annoncé à la banquière qui me suivait, je lui ai annoncé que j'ai pesé, elle m'a dit, mais franchement, vous auriez pu m'appeler, me tenir au courant. Ben, j'ai dit, mais attendez, quand je vous demande un rendez-vous et que vous ne venez pas, excusez-moi, mais bon, voilà. Donc j'ai pas eu besoin de vous. Ok. Excusez-moi. Donc, non mais après, parce que, alors ça c'est une autre réalité, c'est une fois que tu es dans ce circuit-là, tu n'as plus de financement. Tu n'as plus de financement, tu ne peux plus rien demander, la SFAC te tombe dessus. Donc pendant 10 ans, tu n'as pas eu de financement? Ah ben, très peu, où il a fallu montrer des cautions. Oui, tes cautions personnelles. Voilà, j'ai emprunté, j'ai fait des emprunts parallèles pour apporter une caution, des montages à la con. Et puis voilà, et malgré tout, la force du boulot, je me suis refait, c'est-à-dire que l'entreprise, elle a continué. Aujourd'hui, on était 20 au moment après le redressement, aujourd'hui on est 26, 28. Ah d'accord, donc il y a eu un aller-retour, maintenant on est en progression, c'est bien. On est en progression, mais bon, et compliqué quand même. Parce que la chose la plus importante, comme je disais à Alexis, c'est la solitude, pardon. Ouais. Réellement la solitude du chef d'entreprise, parce que on vous tourne un peu le dos, hein. Vous êtes moins regardé de face. Alors, est-ce qu'on est pestiféré quand on est en énergie? Je pense. On l'est toujours ou on l'est moins? Je pense qu'on l'est beaucoup moins maintenant, parce que justement par la communication, la médiatisation, on est beaucoup moins. C'était l'objet de ce numéro. Voilà. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ils m'appellent et me disent chapeau, l'air de dire c'est bien, t'as fait machin. Il existe des pays, aux États-Unis, où se planter est un acte de courage. Voilà, ça en tout cas c'est perçu comme ça.
Moi j'ai une épouse qui me dit que l'expérience est le nom qu'on donne à nos erreurs. Et lorsqu'on a décidé de faire ce numéro, il y a eu deux objectifs. Le premier, c'est justement de sortir de cette espèce de problématique franchouillarde autour de laquelle on considère que entreprendre c'est douteux, risquer c'est suspect. C'est à peu près ça, quoi, la mentalité. Et puis en même temps, une problématique interne entre patrons et salariés. Quand on arrive à ce niveau de crise, parce qu'en plus il y avait la crise médicale, je pense que ce numéro a été une formidable acculturation à ce qu'est justement la problématique de l'entreprise en interne. C'est du management en même temps, et ce qui fait que je pense qu'aujourd'hui l'équipe est beaucoup plus consciente et solide qu'elle n'a été avant. Enfin, je pense qu'il peut en témoigner, voilà. Donc, et Alexandra aussi, j'espère. Et donc ça, votre vue, ce qui m'a intéressé énormément, c'est que je m'étais dit à la fin de ce plan, il faudra que j'écrive quelque chose. Bah c'est fait. Oui, non mais voilà, je pensais le faire par moi-même, je voulais faire quelque chose en me disant, je l'ai fait, j'y suis arrivé, certes c'est une chose, et c'était surtout pour dire, oui c'est jouable, on peut le faire. Et voilà, donc je m'étais dit, il faudra écrire quelque chose, mais je ne savais pas comment le faire. Alexis m'appelle, il l'a écrit à ta place. Il l'a écrit à ma place, et j'avais pas vu qu'il y avait le téléphone là et qu'il était en train de m'enregistrer. Ah, il fait comme ça lui. Oui, oui. Voilà. Tu veux pas prendre des notes, non, comme les autres. Mais bon, voilà, c'était un très bon passage. Alors, si je te dis par exemple que, en fait, la démonstration qu'il faut apporter aujourd'hui, c'est que le tribunal de commerce, c'est pas le signe qu'on a le cancer du pancréas, c'est éventuellement une crise cardiaque, on peut s'en remettre. Oui, c'est ça. Oui, par la connaissance de cause. Oui. Parce que c'est un peu ça le problème, c'est que quand on rentre en énergie, on est montré du doigt, on entend des commentaires débiles d'ailleurs sur le passif par des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un passif, souvent d'ailleurs. Et puis le redressement, qui ne savent pas ce que c'est, et que bon, ça peut durer 10 ans, 12 ans, et puis que ça flingue tout. Qu'est-ce qu'il faut faire selon toi pour améliorer ça, pour éviter d'être toujours en train de se faire piéger par ce genre d'a priori? À mon avis, il faut de la transparence, mais bon, comme je vous disais, mon banquier à l'époque, je l'appelle, et puis il s'en fout, il ne vient pas. Bon, excusez-moi encore. Mais ce que je veux dire, c'est que on a normalement des organes autour de nous qui doivent nous aider, des organismes en tout cas. Et malgré tout, s'il n'y a pas de répondant, ça ne serait pas rien. Est-ce que tu as rasé les murs? Oui, j'ai rasé les murs. Je me souviens de toi au DFCO. Je voyais quelqu'un d'effectivement sympa, mais plutôt trop discret, quoi. Oui, mais bon, il faut être discret parce qu'en même temps, vous n'avez pas envie d'être mis sur un... Voilà, c'est pas le moment. Maintenant, je dirais que c'est peut-être le moment parce qu'il y a une réussite. Oui. Parce que quand tu es en haut de la réussite, tout le monde t'adore. Et que dès que ça va mal, ça va vite. On t'enfonce. Hein, on t'enfonce. T'inquiète pas, alors, tu vas remonter. Oui, voilà. Sauf que je vais laisser finir le boulot à ceux qui prendront les rênes. Ça, c'est un peu l'objectif. Question d'âge, tu vois ce que je veux dire. Par contre, une dernière question par rapport à ton intervention, je l'ai posée plus ou moins au début. Est-ce que tu penses que Pierre-Henri et Arthur de Vallon auraient le même parcours si tu n'avais pas pris cette décision d'être en RJ? Non, je pense qu'ils avaient leur autonomie. Je leur ai toujours donné leur autonomie. Pierre-Henri s'est lancé le premier. Un jour, il me dit, bon, il était enfin en stage, il me faut que je crée une boîte. Bah, je lui dis, tu ne crées pas une boîte comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit, je sais pas, il faudrait que je trouve un système pour créer une boîte au sein de son école pour faire le stage. Je lui dis, je sais pas, il me dit, tu ferais quoi? Je dis, moi, j'organiserai des tours de vélo dans Dijon. Je lui dis, ça peut être rigolo. Puis, le vélo-tour. Voilà. Et on en rigole comme ça, il me dit, mais attends, j'ai une sacrée réussite. J'ai pas un sou. National. Voilà. Maintenant, des vélo-tours, il y en a à Marseille. Il y a 15 villes en France. 15 villes en France. Et donc, il a démarré Vélo-Tour. Il me dit, mais avec quel argent je fais ça? Mais je dis, tu n'as pas besoin d'argent. Tu vas aller voir le maire et puis tu vas lui proposer ton système. Oui, mais le maire, je ne le connais pas. J'ai pas, tu appelles un gars et puis tu te revendiques d'un autre et puis tu vas comme ça et puis je le file dans comme d'hab. Comme d'hab. Je connais un peu. Comment on fait? Et il a démarré. Et puis après, bon, Arthur qui est là, bon, il a été élevé à la sauce AVS, hein, je tiens à le dire, parce qu'ils ont une petite sœur qui s'appelle AVS. Oui, ils sont deux frères et quand ils parlent
ils parlent de chacun de leur boulot, ils disent, et puis on a une petite sœur qui s'appelle AVS parce que notre père ne parlait que d'elle. Et donc, la petite sœur, elle est là, lui, il revient, il voulait faire des études, une formation sur le marketing et autres, et il me dit, bah, tiens, je vais regarder AVS Communication ce que tu fais. Au bout d'un moment, bah, ça te tilte, voilà, on travaille ensemble, puis au bout d'un moment, il me dit, bah, j'ai eu qu'à prendre la boîte. Et puis, je lui ai cédé la boîte, et il en a fait ce que je n'aurais jamais fait, mais bon, une autre fierté, voilà. Ok. Alors, une dernière question, je vais poser à Arthur. Tu as quel regard sur tout ça, toi, en tant que fils? 2012, j'étais quand même jeune, hein, j'avais 20 ans, mais oui, ça a été un choc, ouais, forcément. On en a eu plusieurs de chocs, puisque la boîte que j'ai repris a subi un autre choc interne avant que j'arrive, qui avait été pillé de l'intérieur par des gens qui ont remonté une boîte concurrente quasiment identique. Donc il s'est complexifié les choses dès 2009, et je crois que c'est aussi ça, c'est qu'il y a deux entités. Il y a deux entités, il y avait ce réseau qui fait du câblage, je vous en parle depuis tout à l'heure, moi il y avait ce communication, deux entités qui vivaient quasiment en simultané, mais pas avec les mêmes clientèles. Et je crois qu'en 2009, il y a eu ce premier coup qui était tombé sur le dos aussi, avec ces mecs-là qui partent monter une société concurrente, condamnée depuis, mais bon, en tout cas, ça n'a pas empêché. Et donc, effectivement, un peu accaparé aussi, à mon avis, moralement par cette boîte-là, dans ta période de dépôt, et peut-être dans les belles années que tu as eues préalablement, et que, effectivement, les résultats ont baissé un petit peu. Donc, ça a été un peu. Les deux étaient quand même liés. Donc, on a vécu avec ce double AVS, effectivement, qui était un peu autour de nous, derrière nous, et on a tous voulu aider. Oui, c'est ça. Et pour l'histoire, mon frère est venu, donc, effectivement, reprendre aussi temporairement AVS Communication. Donc ouais, ça a été en tout cas un vrai déclic, oui, on a plus qu'une sœur. Et à quel âge tu as été vraiment aux manettes opérationnelles d'AVS? Moi j'ai repris à 20 ans l'entreprise, je l'ai racheté qu'à 26, mais je l'ai repris qu'à 20 ans. Mais j'y ai travaillé dès les... En fait, à l'époque, ça devait être 6 € le SMIC. Mon père me disait 6 € c'est une heure de travail, donc je faisais du karting. Donc j'allais travailler du 30 juin, fin d'école, jusqu'au 30 août. Et effectivement, j'ai très vite collaboré, parce que les 15-16 ans, je travaillais les deux dans l'entreprise. Donc je posais des adhésifs, des bâches, des panneaux. Et du coup, je connais le métier, ce qui fait qu'effectivement, on démarre plus facilement. Merci. Alors merci Eric. Très malin, j'avais des questions à poser à Eric. Ça suscite une curiosité de la part de certains. Non? Que ça? Je suis pas un... Si. Ah, Christophe, oui. Une question bête et vicieuse. Quel est le chiffrage de tous les coûts indirects, les frais, les honoraires des uns, des autres, qu'est-ce que peut coûter sur 10 ans l'ensemble de ces faux frais? Approximativement, il me semble que c'est difficile à chiffrer. Bah, moi, oui, je dirais que c'est pas facile à chiffrer, et puis après vous prenez sur vous beaucoup de choses. Ce que je peux dire, c'est que moi je pensais déposer pour 1,1 million. Et au final, je paye 1,4 million. Donc il y a un delta de 300 000. Mais ce que j'avais pas vu venir, et c'est vrai que, parce que personne ne vous explique ce qui va se passer. Non. Réellement, excusez-moi, mais personne n'explique. Et puis même si j'étais juge au tribunal, vous êtes juge au tribunal, mais vous ne connaissez pas les détails de tout ça. Bon, j'étais un peu comptable, j'ai fait une formation d'expertise comptable, mais vous dites... passer de 1 million à 1,4 million, c'est quand même un différentiel qui est très important. Pourquoi? Parce que vous ne réalisez pas qu'en déposant, il n'y a pas le solde du compte fournisseur et client, il y a le solde du compte à terme, du compte charge à payer, des salaires, des choses comme ça. Et c'est là où ça fait mal. Et plus, bien sûr, tous les freins qu'on vous met, les banques qui vous disent non, on ne peut pas faire de découvert, non, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Bon. Malgré tout, je vous dis, j'avais la trésorerie pour faire. Mais je n'aurais pas eu cette trésorerie. Parce que souvent, je me suis posé la question, est-ce que j'aurais dû aller plus loin et demander la liquidation? Parce qu'au bout d'un moment, au bout de 10 ans, vous savez, il y a des coups, vous prenez vraiment des coups dans le dos. Vous dites, bon, pour qui, pourquoi? Au final, maintenant, aujourd'hui, je me dis, c'est une belle histoire. Et puis voilà, et on va repartir avec ça. Et maintenant, il faut que je trouve quelqu'un qui accepte de prendre la suite. Ah ça, alors ça, maintenant, c'est une annonce, une petite annonce. Est-ce que quelqu'un veut racheter une entreprise qui n'a plus de casserole? Voilà. Non, mais voilà, après ça... Et des fonds propres. Ça va se faire. Ça va se faire. T'as des candidats, là, ça y est? On verra. Oui. Pour la famille.
Non, pas la famille, parce qu'ils veulent pas, parce qu'ils ont été trop biberonnés à l'AVS. Ouais. Et puis ils ont chacun leur... Puis on rachète pas sa petite sœur. Oui. Hein, c'est ça. Bon bah merci Eric. Encore merci. Merci à toi. Alors, autre genre, autre style, Véronique Thiebaud. Voilà. Autre histoire. Comme on est en toute transparence, moi, Véronique, je l'ai connue dans deux affaires différentes. Une, il y a 20 ans. J'ai vécu une séparation houleuse avec un groupe. Voilà. Et puis celle d'aujourd'hui, mais on n'est plus en relation maintenant, je tiens à le préciser, parce que il peut y avoir conflit d'intérêt. On n'est plus en conflit d'intérêt, puisque Véronique Thiebaud ne s'occupe plus du dossier de Studio Même. C'est très clair. Moi, ce qui m'intéresse déjà, ça serait de redéfinir. Alors, vous êtes officiellement administrateur judiciaire. Eh bien non, justement. Eh bien non. Eh bien voilà. Je suis mandataire judiciaire. Mandataire judiciaire. Alors allons-y. Mandataire, administrateur. C'est pas le même métier. Voilà. Donc l'administrateur judiciaire intervient dans les procédures collectives ou dans les procédures de prévention pour les restructurations de dettes qu'on avait. Alors le mandataire également, parce que ce qu'on avait essayé de faire, et à tout le moins dans les procédures de redressement ou de sauvegarde, avec des seuils en fait qui sont déterminés. C'est pour les entreprises de plus de 20 millions de chiffre d'affaires ou qui ont plus de 20 salariés. En deçà de ces seuils, le mandataire intervient seul, ou l'administrateur est désigné en deçà des seuils si l'entreprise s'oriente vers une cession et une recherche de repreneur. En fait. Sinon, le mandataire est toujours désigné quel que soit le seuil de l'entreprise, puisque nous, on va intervenir au moment de la procédure collective pour gérer le social, intervenir auprès du fonds de garantie des salaires s'il y a des salaires arriérés, intervenir, ce que disait Eric, quand il y a des licenciements qui interviennent pour régler les soldes de tout compte des salariés. Alors évidemment, ce qui alourdit la dette, puisque c'est une dette qu'il faudra régler plus rapidement que les autres, et également on gère le passif, c'est-à-dire c'est chez nous que les créanciers vont déclarer leurs créances, et ce qui va créer établir ce passif qui derrière fait l'objet du plan dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement. Et dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire, on devient liquidateur et on s'occupe du volet social s'il y a des salariés pour licencier les salariés et les indemniser. On s'occupe également du passif pour collecter le passif, savoir quel est l'endettement de la société. Et on s'occupe de la réalisation des actifs, faire vendre ce que l'entreprise possède pour essayer de payer ce qu'on peut payer en fonction de ce que nous dit la loi. Avec les différents étages, chirographaire par chirographaire, etc. Voilà. Alors ça aussi c'est une autre soupe. Alors ça c'est une autre soupe, il y a des rangs qui sont définis par le code civil et pour reprendre l'exemple de l'AVS, si je comprends bien, il y a eu des licenciements qui sont intervenus au moment du redressement judiciaire, donc ça constitue un endettement évidemment de la société puisque le fonds de garantie des salaires ne fait qu'une avance. Et ces créances-là sont ce qu'on appelle super privilégiées et sont à régler dès que le plan est accepté. Donc le mandataire est au premier niveau. Le mandataire est pas quoi par rapport aux honoraires? Ouais. Ah bah oui. Non mais dans le cadre d'un redressement judiciaire, c'est pas la même chose. Après, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, on distribue et effectivement les frais de justice sont réglés en premier. En premier, d'accord. Voilà. Dans le cadre de la liquidation. Dans le cadre de la liquidation judiciaire. Et nous avons, tant les administrateurs judiciaires que nous, on a des honoraires qui sont tarifés. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'honoraires libres. Donc c'est fixé par un décret en Conseil d'État et il y a différents postes. Et pour le tarif que je connais moins bien celui des administrateurs, mais on est payé en fonction du nombre de créances, en fonction du nombre de salariés, en fonction des contentieux, puisqu'on va intervenir sur toutes ces étapes-là en fait. D'accord. Est-ce que vous êtes intervenu aussi dans le cadre, j'allais dire, du conseil, voire du jugement où vous êtes juste quelqu'un qui prend acte des Alors nous, on ne juge pas, c'est le tribunal qui juge. Oui, mais est-ce que vous pouvez faire des alertes? Alors nous, on va, dans le cadre de la poursuite d'activité, la règle du jeu en poursuite d'activité, c'est que l'entreprise n'a pas le droit de constituer de nouvelles dettes. Donc si on constate qu'il y a de l'endettement, si on constate qu'on refait de la perte et qu'on régénère des nouvelles dettes, effectivement, il nous appartient d'alerter le tribunal, mais avant tout le dirigeant, parce que alors ça n'est que mon avis, et je considère que rien ne se règle aux audiences. Il faut d'abord, évidemment, faire le point avec le dirigeant, lui expliquer la situation pour ensuite
Le mieux, c'est quand même d'arriver avec un dirigeant qui est d'accord sur l'issue de la procédure. Si par hypothèse, le projet du dirigeant était de faire un plan et que ce projet ne peut pas aboutir, le mieux, c'est quand même d'arriver à lui expliquer que ce plan est inenvisageable. C'est vrai que sur le papier... Vous avez une autorité pour ça ou... Non, aucune. Non, aucune. Non, Voilà. aucune. C'est vrai que sur le papier, quand on a un passif qui représente un tiers du chiffre d'affaires, sur le papier, c'est possible. Quand on a des passifs qui font une fois le chiffre d'affaires, sur le papier, c'est pas possible. C'est plus compliqué. Bah, c'est plus compliqué. Ok. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a quand même des notions de ratio entre dette et chiffre d'affaires. Oui. Ok. On avait discuté un petit peu l'autre jour et vous m'avez dit il y a des cas frauduleux, ça existe aussi, des cas frauduleux de DCP et de déclaration de cessation de paiement et donc de procédure. Est-ce que ça arrive souvent? Ça arrive. Et comment on les décèle? Ça fait rire, monsieur Lyotard, mais oui, parce que c'est le débat avec 60 000 rebonds. Ok, bon. pour le rebond du dirigeant en liquidation judiciaire, mais ils ne vont pas tous rebondir. Il faut quand même que le dirigeant soit... Enfin, je sais pas... Mais tout comme dans le cas du redressement judiciaire sur la poursuite d'activité, on est sous la protection du tribunal. À partir du moment où on constate que les formalités juridiques ne sont pas accomplies, les comptes ne sont pas déposés depuis des années. Ah oui. C'est une obligation pour une société. Ouais. Ça existe, ça? Il y a des gens... Ouais, d'accord. Le président Jérôme Prince a fait une grande campagne de relance sur le dépôt des comptes et on constate dans les redressements qu'on a des entreprises qui ne déposent pas les comptes sociaux depuis 3, 4, 5, 6 ans, bien sûr. Donc on ne peut pas demander la protection du tribunal et pas respecter les règles. Les règles. Voilà. Et donc dans le cas d'une procédure, il nous appartient de les détecter et derrière, nous, on fait rapport au parquet, on fait rapport au tribunal. Et quand il y a des problèmes frauduleux, les poursuites, c'est le parquet qui va les diligenter. Alors soit devant le tribunal de commerce, sur des sanctions commerciales type interdiction de gérer faillite personnelle, soit quand il y a vraiment des faits délictueux, tribunal correctionnel. Ok. Et quels sont les autres types de délits qu'on peut constater dans le cadre... Est-ce qu'il y a des gens qui sont carrément plus que borderline qui... Oui. Ils font quoi, ces gens-là? Parce que ça, c'est... Parce que c'est ça aussi qui nous fait pointer du doigt les... C'est en fait la bascule, je pense. Mais enfin, Eric parlait tout à l'heure. Mais on en parlait avec Frédéric Lyotard l'autre fois. Quand on va engager, les commentaires, c'est soit il a mal géré, soit il s'en est mis plein les poches. Et le plein les poches, ça arrive souvent, ça? Alors, c'est pas souvent le cas. Ah. Et quand on parle de la solitude du chef d'entreprise, c'est très vrai. Force est de constater que le président du tribunal, enfin vraiment porte ouverte pour les chefs d'entreprise, pour les véhicules, c'est vraiment... Et en fait, il constate que souvent, les dirigeants arrivent seuls, sans avocat, sans expert comptable. Alors pourquoi? Parce que les experts comptables, en général, les ont lâchés depuis bien longtemps parce que les honoraires ne sont pas payés, et les avocats, c'est pareil. Donc souvent, le dirigeant est seul, et au moment de la difficulté, il est seul, en fait. Donc déjà, quand il se met dans le giron du tribunal avec une procédure de redressement, oui, mais sauf qu'il est plus seul, on est quand même là pour l'accompagner. Enfin, c'est notre rôle aussi. On est dans ce rôle d'accompagnement. Et quand dans cette phase où il est seul, évidemment il peut faire des bêtises. C'est-à-dire que, mais c'est humain en fait, hein. C'est demain sera meilleur, mais non, mais demain je vais m'en sortir, mais j'ai un chantier en cours, j'ai un client qui va arriver, et donc j'ai voilà, la possibilité d'encaisser, et demain. Sauf que demain, des fois, on perd 6, 12, 18 mois, et là c'est trop tard, et là on arrive avec des situations où on va vendre du matériel pour essayer de payer de la dette. On va vendre du matériel pour rembourser le prêt de la banque, encore le banquier. On va rembourser le prêt de la banque sur lequel on est caution, comme ça, s'il y a un problème, on ne sera pas appelé. On va s'embêter personnellement. Voilà, c'est ça. Donc en fait, le dirigeant, il se met en protection. Et c'est là qu'on fait des bêtises, en réalité. Donc c'est difficile de garder la tête froide, parce que je pense que quand on est acculé et quand il y a des relances, des huissiers, au bout d'un moment, je pense qu'on met la tête dans le sable et puis qu'on attend de savoir comment ça passe. Alors, est-ce que c'est un peu comme en médecine, lorsqu'on a des signes de pathologie, c'est-à-dire qu'on sent que l'activité tourne mal, qu'il y a des tensions de trésorerie, etc. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut aller vous voir? Oui, puis je pense que... Et comment vous établissez un diagnostic à ce moment-là? Parce que vous êtes capable de dire, oui, vous êtes en cessation de paiement ou pas? Oui, sur des éléments bilanciels d'une part. La notion d'état de cessation des paiements, c'est de pouvoir ne pas faire face à son endettement immédiat, avec en gros son cash. Oui. C'est pas par la réalisation des actifs. Ça, c'est un constat immédiat, mais comme l'a expliqué Eric Debalon tout à l'heure,
lui, il n'était pas en état de... Oui, mais Eric, il nous dit, rupture de Eric, il nous dit j'ai 200 000 euros de cash. Ouais. D'accord, mais il a peut-être 500 000 euros de créances exigibles, on n'en sait Ouais. rien. Ça, Il nous a l'a fait pas sa dit. balance. Donc, on n'en sait rien en fait. La lumière n'est pas toujours l'interrupteur. Ah non, parce que mais c'est- voilà, donc c'est une analyse. Et puis après, voilà, après, bon, le tribunal n'a pas forcément posé de questions, mais ça dépend en fait de ce qui était exigible à ce moment-là. Le compte en banque ne signifie rien. Et il vaut mieux partir avec 200 000 euros, parce qu'un dépôt de bilan, Oui. ça se prépare. En réalité, c'est quoi le dépôt? Enfin, je veux dire, si on veut préparer le dépôt de bilan, bah, c'est bloquer un peu de dette. Je vous coupe, mais en plus, dans ton cas, Eric, ça t'avait amené du cash supplémentaire, le gel du passif? Non. Non. Il n'y a pas eu un effet positif. Il faut payer tout. Ouais, faut Ouais. payer comptant. Ouais. Ouais. Mais le dépôt de bilan qui se prépare, c'est faire un peu de dette, c'est ne plus rien payer et c'est d'encaisser du cash. Alors, c'est plus compliqué qu'à une certaine époque parce que avant on disait aux gens regardez les chèques, mais maintenant ça n'existe plus. Donc ça devient plus compliqué, mais on peut ouvrir un autre compte bancaire plutôt que de combler un découvert. Ouais, voilà, je suis désolée. Non mais c'est vrai, enfin, je veux dire, il faut protéger l'entreprise en fait. Et l'effet de création de passifs au moment de l'ouverture, c'est qu'à partir du moment où on ouvre ce redressement judiciaire, il y a interdiction de payer les dettes. Absolue, c'est le feu rouge, on s'arrête. C'est une bonne excuse. Voilà. Mais donc, il y a forcément un passif qui naît ipso facto de l'ouverture de la procédure collective. Alors j'ai deux questions sur le risque par rapport au chef d'entreprise. La première, c'est une DCP trop tardive. C'est sanctionné? C'est sanctionnable, puisque le texte, la loi précise que théoriquement, la déclaration de cessation des paiements doit être effectuée dans les 45 jours de son constat. Alors comment on détermine ça? Parce qu'avec un tribunal, et Eric l'a dit tout à l'heure, qui pose pas trop de questions, voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas de sanction. Enfin, alors, le dirigeant encourt une interdiction de gérer. Ouais, on est dans un vide juridique là peut-être. Non, il n'y a pas de vide. Hein. Le texte dit c'est 45 jours et si vous ne le faites pas, vous encourez une interdiction de gérer. Je ne vois pas qu'un tribunal ne prononce une interdiction de gérer sur ce seul motif. Ouais. En fait, c'est ça. Qu'est-ce qui peut justifier l'interdiction de gérer? C'est des paiements préférentiels au profit des dirigeants, dans un intérêt personnel, c'est des détournements, évidemment. Ouais. Voilà, c'est vraiment... Et les arrangements avec des fournisseurs qui sont dans le passif? C'est quoi les arrangements avec des fournisseurs? Tout le monde sait comment, on va pas se voiler la face, on sait comment ça se passe. Il y a des fournisseurs plus sensibles que d'autres. Oui, et ça, alors ça dépend du montant. Ouais. Celui que vous payez avant, si vous me dites j'ai payé 500 € ce fournisseur 2 jours avant, c'est pas très grave. Ouais. D'accord. Mais ça dépend quel fournisseur. Parce qu'après, moi ce que je dis aux dirigeants quand ils disent ouais mais je peux pas ne pas payer celui-ci, enfin, quand c'est des gros groupes, je dis oui sauf qu'ils sont plus riches que vous en fait. Donc à un moment donné c'est l'enjeu de votre propre société. Puis parfois il vaut mieux planter un gros fournisseur que 100 petits. Oui. Oui, puis ça dépend de la relation, mais le fournisseur en fonction de l'activité, c'est le plus gros problème. Autant dire que quand il s'agit des créances fiscales, sociales, tout le monde s'en fout. Comment fonctionne votre mode de rémunération dans les affaires? Alors on a un tarif, on est une profession réglementée, donc on a un tarif dans le cadre des procédures collectives. Nous, c'est un tarif qui est basé sur un droit proportionnel sur le nombre de créances, sur le nombre de salariés, sur les contestations soulevées, sur les contentieux prud'homaux. Il y a les actes et puis les pourcentages. C'est que des pourcentages. C'est que des pourcentages, ouais. D'accord. C'est des paliers. Ok. D'accord. Et en revanche, les honoraires sont libres en prévention. Dans votre étude, on appelle ça une étude, hein? Vous êtes combien à travailler? Aujourd'hui, moi j'ai 8 collaborateurs entre Dijon et le bureau à Auxerre. J'ai un bureau secondaire à Auxerre. Et vous traitez combien de dossiers à l'année? En période Covid, pas beaucoup. Oui. Et aujourd'hui, on a... Vous n'étiez pas en DCP pendant le Covid quand même? Il y en a qui ont déposé. Ouais. Il y en a qui ont déposé. Ouais. Ça arrive aussi. J'ai des confrères qui se sont arrêtés, alors soit qui ont arrêté, soit qui ont déposé, notamment des jeunes qui étaient installés et qui n'avaient pas de dossier de départ à travailler. Donc ça, c'était compliqué. Il y en a qui sont arrêtés, ouais. Et en temps normal, vous avez combien de dossiers? En temps normal, on est 3 professionnels à Dijon. Répartis, on est à 170 dossiers par an. Sur le tribunal de commerce de Dijon. Sur l'ensemble du d'accord. Et en plus, on a le tribunal judiciaire. En plus, moi, j'ai Auxerre. Ah oui, ok. Ouais. Et quelle est la tendance? Est-ce qu'il y a
une manifestation post-Covid là aujourd'hui, parce qu'on sait très bien qu'on a mis de la poudre de perlimpinpin dans le système économique en 2020. Est-ce qu'aujourd'hui la poudre de perlimpinpin n'a produit plus d'effet? Est-ce que le placebo elle commence est enfin à révélé? s'évaporer. Elle commence à s'évaporer. Alors nous, on est sur, normalement, annuellement, sur la moyenne nationale, on est à autour de 50, 55 procédures par an. Oui. Le référentiel 2019, on était autour de 50, 52 000. Nous, le point bas des procédures collectives, c'est 2021, c'est 27 000. Donc on a perdu quasiment 50% en fait. Ah oui. Oui, oui. Ah oui. Ah oui, non, mais ça a été un cataclysme. Ouais. Et aujourd'hui, on a, au dernier trimestre 2023, à peu près atteint le référentiel 2019, mais qui était déjà sur la baisse. Et ouais, le premier trimestre, on voit bien que les dossiers arrivent. Alors les dossiers arrivent pour deux choses. C'est que depuis les PGE, les échelonnements de dette URSSAF et tout ça, il y a eu beaucoup de prévention, d'accord, avec des rééchelonnements. Sauf que les rééchelonnements, c'est pas magique non plus parce que... Il faut amortir. Il faut réamortir et puis en gros, on a obtenu 2 ans, donc c'est pas non plus dingue. Et surtout, l'URSSAF réassigne. Donc ça, c'est un véritable indicateur parce que l'URSSAF est très active. L'URSSAF, oui, a commencé à délivrer des contraintes. Vous savez, ils ont donc l'État n'a encore une fois plus de sous. Alors je ne sais pas si ça va leur apporter des sous. En revanche, ils mettent enfin en recouvrement des sommes qui datent de 2020 et voire avant. Ah oui. Donc, et ils assignent quand la société avait un échelonnement Covid et ne peut plus payer le courant. Donc le problème, c'est qu'on a des dossiers qui arrivent avec des dettes qui sont importantes et on n'a pas de solution parce que c'est pas magique le redressement judiciaire. C'est qu'à un moment donné, il faut pouvoir arriver à payer cette dette. Il faut pouvoir payer la dette de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'il faut venir sur les premiers clignotants, aller voir le tribunal, aller voir votre expert comptable, aller voir les professionnels. Enfin, les portes sont ouvertes et voilà, il n'y a pas de difficulté pour avoir des diagnostics. Mais il faut essayer, c'est très difficile, mais d'avoir le recul qu'a eu Eric ou Dominique sur une situation économique. Quand la procédure arrive trop tardivement, elle n'est pas magique. On ne pourra jamais faire un plan de redressement pour une entreprise. Si vous arrivez en tant que chef d'entreprise à garder la tête un peu froide et avoir un peu de recul, moi je crois beaucoup à la vertu pédagogique du redressement judiciaire, d'accompagner le dirigeant pour le remettre, savoir compter, remettre un petit peu de rigueur dans tout ça. Et si c'est fait bien comme il faut, en temps utile et tout ça, ça fonctionne la preuve, même avec un passif qui peut sembler important, mais c'est un tiers du chiffre d'affaires, donc voilà. Ok. Et vous, ça va, oui. Merci. Sympa. C'est super. Après, j'aurais une dernière question un peu plus ambiguë. Vous êtes dans un système paradoxal, c'est-à-dire que votre modèle économique à vous, j'allais dire, c'est le malheur des autres. Non. C'est la difficulté, en tout cas. Comme le médecin ouais, mais alors, dans ce cas-là, si plus personne n'est malade, quelle va être votre attitude? Et puis, alors, en quoi d'ailleurs aussi vous pensez pouvoir participer aux soins des malades, des entreprises malades? Alors moi, je pense que c'est comme le médecin, Dominique. Vous y êtes passé en juillet l'année dernière. Oui. C'était pas la grande forme. Non. C'est pas le médecin qui a apporté le malheur, on est d'accord. Ah ben, nous sommes d'accord, Voilà. oui. Donc oui. nous, c'est pareil. En fait. Oui, moi je sais pourquoi, oui. Voilà. Nous, c'est la même chose en fait. L'entreprise qui est malade va voir un spécialiste de la maladie et on essaye de l'accompagner avec la coopération du dirigeant. Et là-dessus, moi, j'ai pas vertu de sauver le monde, hein, c'est pas ça. Je veux juste accompagner le moins mal possible les dirigeants qui veulent s'en sortir. Après, des fois, on a des dirigeants qui sont bloqués sur cette procédure et qui n'entendent pas ce qu'on veut expliquer. Non, ouais, enfin, puis qui n'entendent pas les explications qu'on veut fournir. Vous m'avez dit quelque chose pendant notre entretien qui m'a marqué, c'est vous avez des chefs d'entreprise qui viennent à vous avec une question, c'est mais vous allez m'aider? Oui, ça je pense que c'est la première question que je vais poser à Véronique il y a 20 ans. Et la réponse à ça, Alexis, c'est ce que j'explique toujours. Et alors c'est peut-être le paradoxe de la procédure collective. On est devant le tribunal, avec le décorum du tribunal, avec des gens en robe, avec l'institution judiciaire. Il y a quand même un côté très théâtral. C'est comme ça. Mais sauf que c'est pas un procès. Bon, quand c'est Cyril de Crépy, on démystifie tout de suite. Mais... Non, mais sauf que Dominique, c'est pas un procès. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes devant un tribunal. Ça donne l'impression d'un procès. C'est le décorum du tribunal. Ça donne quand même ça. Mais c'est pas un procès et le mandataire qui est à vos côtés n'est pas votre adversaire.
Alors, avant, on s'appelait, on a changé de nom, on était représentant des créanciers. Donc c'est vrai que le dirigeant a l'impression qu'on oui, c'est la partie adverse. Oui, c'est un peu la partie adverse. Moi, j'ai jamais estimé que c'était comme ça, et que pour bien représenter les créanciers, il vaut mieux bien accompagner le dirigeant en réalité. Parce que si on veut pouvoir payer les créanciers, il vaut mieux que ça se passe bien pour l'entreprise. Donc voilà, mais c'est le paradoxe, effectivement, Alexis, c'est que, est-ce que vous allez m'aider? Oui, parce que c'est pas un procès et je ne suis pas votre adversaire. Très bien. Est-ce que vous avez des questions à poser à Maître Thiebaud? Est-ce qu'il faut changer de nom? Est-ce qu'il faut renommer tribunal de commerce? Est-ce que c'est ça qui fait peur? Alors il y a un projet, parce qu'aujourd'hui il y a 2 juridictions qui s'occupent des procédures collectives. On a le tribunal de commerce, mais on a aussi le tribunal judiciaire, qui s'occupe de tout ce qui est associatif, société civile, profession libérale, agriculteur. Pour l'instant. Alors voilà, il y a le projet, mais je crois que Jérôme en a parlé dans l'article, il y a le projet du tribunal des affaires économiques, qui serait de tout remettre au tribunal de commerce, et c'est vrai que pour le coup, tribunal des affaires économiques, c'est plutôt pas mal. Ok. Donc c'est un test, on attend la liste des tribunaux volontaires pour tester. On a hâte de voir ces changements. En tout cas, merci Véronique Thiebaud. Je pense qu'on peut le... Merci à vous. Alors après le témoignage émouvant d'Éric de Ballon, après les enseignements précieux de Véronique Thiebaud, on va écouter peut-être quelque chose de plus prospectif avec, on ne sait pas, avec Monsieur Lyotard qui va venir nous rejoindre, et au nom de l'association 60 000 rebonds, mais il y a aussi un petit vécu personnel, je crois, dans l'entreprise. Oui, mais mon intervention elle est essentiellement sur 60 000 rebonds, parce que je voudrais préciser, 60 000 rebonds, on intervient après toutes ces expériences-là, parce qu'on intervient après la liquidation. Après les dégâts. Donc j'espère bien pas vous avoir. Non, c'est uniquement après liquidation. Ouais, d'accord. C'est uniquement après liquidation. Bah non, ça veut dire on se verra au restaurant, mais pas là. Il y a quand même une vie après la liquidation, c'est ça qui est important. Alors, il y a une vie après la liquidation. Mais d'abord, je reviens à votre parcours. Vous êtes chef d'entreprise. On a discuté aussi un petit peu avant de se voir ce soir. J'imagine qu'il y a quand même des motivations personnelles pour avoir pris de l'engagement dans cette association. C'est que vous aussi, vous n'avez pas vécu un long fleuve tranquille. Voilà. Mais quel est le dirigeant qui a vécu un long fleuve tranquille? Je ne sais pas. Je ne sais pas si dans la salle il y en a. Ça fait partie du package. Ouais. Alors, en réalité, moi, je me suis engagé dans 60 000 rebonds parce que j'ai rencontré un homme, Guillaume Mullier, et la famille Mullier, et qui m'a tapé un soir à 2 h du matin comme ça. Il m'a dit, putain que je te parle de mon assos. J'ai dit, c'est quoi ton assos? Alors, on était dans un bar... Gare de Lyon à Paris. Vous avez le soleil dans... C'est pas grave. Il me retape, il dit mon assos, c'est comme les alcooliques anonymes, sauf que c'est des entrepreneurs qui viennent. Ouais. Ah. Alors je trouvais que c'était intéressant. Bon, il y avait une façon d'expliquer les choses. En réalité, moi je pense que quand on est dirigeant d'entreprise, on a la chance d'être dans un pays, et je vais peut-être provoquer un peu, un pays où on a le droit d'entreprendre, où on a la liberté d'entreprendre. Et si vous faites le tour rien que de l'Europe, vous allez voir que c'est quand même pas partout pareil. Il n'y a qu'à aller voir dans les pays limitrophes à l'Est. En plus, on est dans un pays, on est aujourd'hui dans une actualité difficile, pas seulement dans le pays, hein, mais on a la guerre à nos portes, on a la pandémie, on a... il arrive une bombe tous les 15 jours à peu près. Puis là, donc, du coup, on a les dirigeants d'entreprise qui poussent leur wagon. Alors, moi, j'étais dans ce groupe de chefs d'entreprise à me dire, finalement, tu es dans un pays où tu as eu la chance d'être aidé et d'avoir pu créer, à ton tour de rendre l'appareil. Donc je cherchais, j'aurais pu faire Resto du Cœur, j'aurais pu faire n'importe quelle association. Puis il se trouve que j'ai été sensibilisé à titre personnel par les difficultés de chef d'entreprise. Bien sûr. J'ai connu aussi procédure collective. Simplement, j'ai fait aussi plan de continuation. Donc il me reste 1 an. Donc voilà, je suis à la dernière ligne droite. En bout de course, c'est bien. J'ai trouvé finalement le parcours assez passionnant, enrichissant, mais je vais faire la séparation entre la personne morale et la personne physique. On a sauvé la personne morale, voilà. La personne physique, il faut la reconstruire. Ben, 60 000 rebonds,
La personne morale, elle n'existe plus. C'est la personne physique qui vient pousser la porte. C'est le dirigeant. Et le dirigeant il vient pousser la porte parce qu'il est seul. Donc, il n'y a pas très longtemps, il y a un journaliste, alors je ne donne pas la chaîne de télé, qui m'interviewait au titre de la fédération, donc, et qui voulait absolument me faire dire que c'était la faute au PGE et à l'URSSAF qu'on remontait à 60 000 liquidations par an, ou 57 000, enfin, on revient aux chiffres il y a 10 ans. Et je me dis, mais alors c'est quoi le point commun de tous? Je dis, le point commun de tous, c'est qu'ils sont seuls. Mais alors, le problème c'est, est-ce qu'ils ont été en difficulté parce qu'ils étaient seuls, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont en difficulté qu'ils sont seuls? Moi je pense que c'est les deux. Et vous l'avez bien expliqué Eric, tout à l'heure. Et tout d'un coup on pousse la porte du tribunal, et c'est vrai que le tribunal ça pèse. Hein. Le mardi matin, quand on les voit sortir, hein, dans le vol à Dijon, c'est pas facile. Et donc ils sont complètement isolés. Donc ils viennent chercher chez nous un accompagnement. Après, la prévention, ce serait de faire en sorte que les dirigeants d'entreprise cessent de s'isoler. L'association, alors déjà, elle a été initiée par un certain monsieur Muliez. Déjà, je m'interroge, je me dis, mais la famille Muliez, on sait ce que c'est. Hein, c'est un groupe extrêmement important dans le secteur GMS. Pourquoi lui, déjà, avait cette envie d'aller accompagner des gens que d'autres pourraient qualifier de losers? Ouais. Alors la SOS, d'abord, elle a été créée par Philippe Rambaud, entrepreneur de Bordeaux, qui a démarré ça de manière artisanale suite à sa liquidation. Ah oui, sa propre liquidation. Et Guillaume Mullier a repris ça au niveau national, donc il y a 9-10 ans, dans la prolongation de son oncle Mullier qui avait lancé le réseau Entreprendre, avec la même idée. Et moi, si je me suis engagé dans 60 000 rebonds, c'est parce que Guillaume, en dehors de l'aspect alcoolique anonyme, qui est l'anecdote, m'a dit ce sera organisé comme le réseau Entreprendre, avec des moyens, des salariés, des équipes, etc. On fait un boulot de... Donc il y a un staff national Tout à fait, on a 37 salariés. Ah oui, quand même. Okay. Après, pour la famille Mullier, parce que Guillaume Mullier nous a laissé tomber l'année dernière au détour d'une avalanche, hein, donc ça a été une année très très compliquée pour nous. Moi j'étais assez proche, donc j'ai perdu un ami. Pour la famille Mullier, il faut savoir que l'origine de la famille Mullier commence par un dépôt de bilan et une liquidation. Voilà, donc c'est l'histoire d'une résilience. C'est l'histoire de la famille, et que le réseau Entreprendre, le Mullier, parce qu'ils sont je ne sais pas combien, hein, je ne vais pas faire l'histoire de Mullier, mais le réseau Entreprendre part suite à la liquidation Boussac, où Mullier dit il faut que je fasse quelque chose pour réparer ce que j'ai fait. Il se sentait coupable. Je ne sais pas s'il se sentait coupable, mais l'origine c'était comment compenser. Est-ce que la culpabilité fait partie du profil classique Oui. Oui, complètement. Le premier juge du dirigeant, c'est lui-même. C'est pas le juge, c'est lui. Ben, ça se sent dans tous les témoignages qu'on a. S'il rase les murs, c'est lui. Ce que Eric disait, ce que je connais personnellement. Hein. Donc dans les sociétés, j'ai dit toujours ça, je vous l'ai dit au téléphone la semaine dernière, dans les vieilles sociétés italiennes, on obligeait le failli à sortir avec un bonnet vert pour l'identifier. Ça rappelle 2-3... Ouais. Puis après ça s'est amélioré, ça s'est modernisé. Il y a eu une invention qui s'appelle l'imprimerie, bien placée, Gutenberg. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a inventé des petites affiches pour publier. Ça existe toujours, les affiches légales? Tout à fait, pour publier les annonces. Alors maintenant, on essaye de les cacher dans les plus petits journaux possibles avec le moins on a les noms. Le plus petit tirage possible. Châtillonnais. Alors qu'on est à l'heure de... Dans le Charolais, là, la Renaissance. C'est ça. Alors qu'on a à l'heure de pas peur. Et alors quand on fait une augmentation de capital, c'est le journal du Palais, et un encart dans le bien public éventuellement. Ça marche. Ou un article dans DBL. Ah bah, ou alors un storytelling vendu à un prix convenu. Voilà. Il y a un vrai sujet là-dessus, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, quand on réussit et quand on perd. La frontière est ténue. Hein. Alors qu'est-ce qu'elle fait l'association 60 000 rebonds pour ces braves gens
hommes et femmes qui arrivent souvent dans un état, à mon avis, assez difficile ou délicat. Ouais. Alors ils n'arrivent pas tout de suite. Ils sont souvent. Comment ils y viennent d'ailleurs? Ils sont souvent fléchés par les mandataires. Ah, d'accord. Bah, c'est eux en première ligne, hein, je pense. Donc, mais il y a tout un travail au niveau on ne va pas faire la promotion de notre offre dans les couloirs du tribunal parce que c'est pas le moment quand ils sortent. Donc, bah, c'est toutes des soirées. C'est comme si on mettait un corbillard à l'hôpital. Ouais, mais souvent les magasins en question sont pas loin de l'hôpital. Hein. Pas faux. Pas faux. Si vous regardez bien. Les cimetières sont souvent. Oui, moi j'ai souvenir d'un séjour à l'hôpital où la lumière le soir c'était. Je ne sais plus quelle enseigne. Hein. Voilà. Bon, c'est comme ça. Donc les gens poussent la porte, c'est un acte volontaire. Ça c'est important. C'est un acte volontaire. Ils sont accueillis, avant d'être accueillis, ils passent un comité d'agrément pour éviter justement les éventuels indélicats. Et donc on a un comité d'agrément et on statue. Et quand il y a doute, on peut même poser des questions aux gens. Et donc moi en tant que président régional, il m'est déjà arrivé d'écarter, bon an mal an j'en écarte 5-6. Oui. Quelqu'un qui interdit de gérer et qui vient me dire je veux être accompagné pour remonter une boîte. Techniquement c'est pas possible. Bah oui mais il va trouver un prête-nom, c'est ça qui m'explique. Je trouve un copain, un prête-nom. Ah la magouille quoi. Tu fais comme tu veux mais... Voilà on est dans la malhonnêteté, on n'est plus dans le... Oui mais c'est pour ça qu'on travaille ensemble en fait. Oui, voilà, on a déjà eu on recoupe des informations. Alors, on n'est pas là pour juger et pour faire l'enquête, hein, c'est pas notre boulot. Nous, on est là pour aider les gens qui sont au bord du gouffre, hein, parce que ça va loin. Hein, ça touche le personnel, la situation personnelle, la famille. Des pots de bilan, c'est des primes, c'est divorce, ça peut aller jusqu'au suicide. Hein, c'est des cas. Alors, notre accompagnement, il va se passer comment ? Après, on va mettre un binôme. Un binôme, c'est toujours un coach. Donc, on a des coachs professionnels bénévoles dans la SOS. S'il y en a dans la salle, on en cherche tout le temps. Qui ont quel profil, le coach ? Le coach, c'est les coachs certifiés. C'est vraiment des. Ah, d'accord, il y a une formation ad hoc. C'est pas la formation 60 000 rebonds, c'est des gens qui sont capables de fournir certification sur leur métier. Et un parrain ou une marraine bénévole, qui est forcément un dirigeant ou un cadre dirigeant, en activité ou à la retraite. Là aussi, je lance un appel. Et ce binôme va l'accompagner pendant 2 ans à se reconstruire. Le coach va l'aider à se reconstruire psychologiquement, humainement. Déjà, la première chose, c'est accepter sa responsabilité dans son échec et faire le deuil. Parce que certes, il y a eu le Covid, je dis haut et fort, il y a eu le Covid, certes, il y avait un associé indélicat, il y avait un grand groupe à pas payer suffisamment vite, l'URSSAF qui nous a fait un râteau, mais le dirigeant a sa part de responsabilité. Toujours. Et il faut qu'il l'admette. Tant qu'il n'a pas admis sa responsabilité et fait son deuil, il ne peut pas se mettre en phase de rebond. Je ne suis pas coach, moi, hein, mais c'est sûr, c'est la première étape pour rebooster le truc. Ensuite, ils ont 2 façons de rebondir. Retour à l'entrepreneuriat ou retour au salariat. Jusqu'avant le Covid, on était à peu près à 50-50. Post-Covid, on est à 65%. Sur une base de combien de cas traités à Dijon ? Alors, en ce moment, on accompagne à peu près 80 chefs d'entreprise sur la Bourgogne-Franche-Comté. 80 ? Oui, et au niveau national, on en accompagne 1200. Bourgogne-Franche-Comté. Bourgogne-Franche-Comté. Oui, enfin, c'est pas neutre. Hein. Ouais. Alors, Bourgogne-Franche-Comté, essentiellement Côte d'Or, Doubs, Saône-et-Loire et Yonne maintenant. Et un de la Nièvre depuis ce matin. Voilà. Alors, on accompagne 1200 chefs d'entreprise au niveau national sur 60 000 liquidations, mais qui correspondent à 30 000 dirigeants, personnes physiques, accompagnables. Finalement, c'est pas beaucoup, c'est que 1200 sur 30 000. Mais beaucoup n'arrivent pas jusqu'à votre porte, donc c'est ça aussi. Oui, puis on n'est pas spécialement encore suffisamment connu. Identifié. Identifié.
Le dirigeant, lui, du coup, il a un parcours de rebond qui va s'inscrire, donc on va essayer de remonter un projet avec lui. Soit retour au salariat, pour 65% des cas en ce moment. Justement une question, est-ce qu'un dirigeant qui était à son compte, qui a connu cette situation, devient finalement un salarié peut-être meilleur que les autres? On a signé des partenariats. Moi, j'en ai signé avec des organismes patronaux, avec des groupements d'entreprises qui recherchent ce type de profil. Ben oui. Qui recherchent qui compte pas son temps, qui est dans la. Il y a eu le prix Guillaume Mullier qui a été décerné il y a un mois, un peu plus d'un mois, à Lyon, devant 500 personnes. Il y avait un lauréat du meilleur rebond entrepreneurial, un lauréat du meilleur rebond salarial. Meilleur rebond salarial, c'est un lauréat de Dijon, c'est Stéphane Bricou, qui a rebondi dans une entreprise qui a été recruté. Quand il a témoigné devant 500 personnes, dont on a fait le portrait. C'était extraordinaire comme témoignage. Donc pourquoi moi aussi je force pour qu'ils aillent sur ce rebond, c'est parce qu'ils se remettent en selle tout de suite au niveau de la finance, parce que malgré tout, ils ont perdu pas le chômage, hein. C'est lourd. Et puis se remettre tout de suite en confiance. Voilà. Quitte à ce qu'ils redémarrent une affaire dans 4-5 ans. Et puis le rebond entrepreneurial, où là on fait un accompagnement avec des comités de challenge, on appelle ça comité en vol, c'est-à-dire ils viennent présenter, parce qu'on a aussi des experts bénévoles dans l'association, des avocats, des comptables, des banquiers, qui viennent challenger... Il y a des banquiers bénévoles. Tout à fait, et des mécènes. Moi au début j'avais du mal à comprendre, le banquier il a coupé les vivres et la boîte a fait une cessation de paiement, mais en même temps... il est là. Il aide. Ouais, c'est bien. C'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer. Comme on a des partenariats avec l'URSSAF. C'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer. En réalité, c'est à force de nouer ces partenaires et de faire que tout l'écosystème fonctionne qu'on va arriver à rompre la solitude du dirigeant et surtout changer, ça c'est notre deuxième mission, celle-là on n'a pas gagné, j'en discutais tout à l'heure avec un d'entre vous, c'est changer le regard de la société sur l'échec. Parce que le problème, il vient de là. C'est comment c'est la petite école. C'est la question constante de tous les intervenants. Ouais. Et ça, je dis toujours, on a du boulot pour au moins 40-50 ans, parce qu'on a une culture latine, parce que dès la petite école, on demande à notre gamin de ramener le bon bulletin de notes, de réciter son poème comme il faut. Quand il fait du sport, il faut qu'il marque les buts. Parce qu'on se souvient du premier, mais on ne se souvient jamais du quatrième. Tout ça pour signer à Madrid. Par exemple. Enfin, on vit dans une société qui est certainement déconnante. Puis à côté de ça, on va opposer les décroissants. Mais qu'est-ce que c'est ces bêtes-là? Moi, j'ai une maison dans la Drôme où il n'y a que des décroissants autour. On n'est déjà pas habillés pareil, on se pose des questions. Mais bon, ils ont un autre sens à la vie. Et ils ont le même sourire, ou peut-être plus le sourire que nous. Donc il faut qu'on équilibre un peu, qu'on arrête ces compétitions d'être dès la petite école. On est aux frontières de la philosophie. Tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est pas gagné. C'est pour ça que c'est pas gagné. Très très intéressant. Voilà. Alors pour faire avancer ça, évidemment, on a des soirées comme ça. On a l'Observatoire du rebond dans lequel on est un acteur majeur. On est en réunion en ce moment avec Olivia Grégoire, la ministre, pour bouger les curseurs en permanence. Par exemple, le droit à l'oubli, le fameux droit à l'oubli pour les gens qui sont liquidés, pas pour les gens qui sont en plan de continuation. Ils sont marqués au rouge dans les banques. Le droit à l'oubli, c'est une initiative de 60 000 rebonds il y a quelques années au départ. C'est ça le droit à l'oubli, c'est ne plus être marqué ouais. À vie. Alors quand on est en redressement, on est toujours marqué. En plan de continuation, on est toujours marqué. Mais quand on est liquidé, normalement on n'est plus marqué. Mais vous inquiétez pas, il y a toujours quelqu'un qui saura dire « Ouais, mais lui, il avait liquidé Quand on est liquidé, on est moins emmerdé que quand on est en redressement C'est comme ça. Il y a une coquille dans la rédaction du truc. Ceux qui sont en plan de continuation... La seule chose qui est anormale, parce que c'est contraire à la loi,
C'est dès lors que l'entreprise a son plan de redressement homologué, elle n'est plus en procédure collective, elle bénéficie d'un plan. Et n'importe quel entrepreneur, pendant 10 ans, dans le cadre du plan, va solliciter un financement pour louer une bagnole, je ne sais pas quoi. Oui. On va taper, on va dire, vous êtes en redressement judiciaire. Sauf que c'est faux. Enfin, ce que je veux dire, en plus, c'est réellement une erreur. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. On ne peut pas renouveler son parc auto, ça t'est arrivé, toi, Eric? Ah oui, non, tu peux rien faire. C'est ça. C'est un truc énorme. Et ça, c'est un truc énorme, et moi j'en avais. Je dis toujours aux gens, c'est plan de continuation, c'est pas liquidation. Non, mais c'est surtout que juridiquement, la particularité du jugement qui homologue le plan répute le passif payé, en fait. Le simple fait d'avoir ce jugement fait, et l'entreprise redevient ce qu'on appelle une bonus. Alors, on a évolué, parce que maintenant, quand vous avez payé 2 annuités, c'est effacé du CABIS, ça a évolué tout ça. Ça, c'est le Covid aussi qui a un peu accéléré l'histoire. Mais il y a un vrai problème de culture dans les banques. Alors, il y a 2 problèmes dans les banques. C'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est dès lors que la procédure est ouverte, paf, ça part au contentieux. Et en fait, les interlocuteurs avec lesquels les liens sont noués sont sortis du circuit. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et le deuxième problème culturel, c'est qu'une fois que le plan est homologué, vous sortez du contentieux, vous retournez voir votre conseiller, qui a changé évidemment entre-temps, et le nouveau va taper sur l'ordi et va dire « Ah, mais vous êtes en redressement judiciaire ». Et ça va durer 10 ans. Et là, il y a un problème pédagogique, je pense. C'est pour ça que c'est important, cette phase d'évangélisation qui est dans notre mission. Hein. C'est que même vous avez des fournisseurs. Vous dire, vous êtes en redressement judiciaire, je ne vais pas travailler. Mais justement, il faut travailler avec nous. On n'a plus de dette, elle est gelée, elle est étalée. Moi, j'ai eu un meilleur prêt qu'à la banque. Hein. Je suis désolé. Alors, prêt royal, c'est vrai. Sous réserve, j'avais fait un tableau Excel parce qu'il y a eu une question tout à l'heure sur combien ça a coûté. Alors moi, j'ai une collaboratrice, je lui dis dès le début, vous faites un petit tableau, puis vous mettez ce qu'on paye chez le mandataire, et tous les frais directs et indirects, et puis elle a fait ça consciencieusement, et j'ai arrêté à la 3e année. Pourquoi? C'est déprimant? Ah bah là, c'est plus un prêt gratuit. C'est sûr qu'il y a des tas de frais, là, tous les frais indirects, tous les coûts masqués. Le pire, c'est l'argent, c'est l'argent. Hein. Le pire, c'est de se reconstruire. Oui. Et la liquidation peut être finalement une façon de fermer le truc. C'est pour ça que vous avez été courageux de continuer et de rebondir. Et je vous donne rendez-vous dans 1 an pour ma dernière annuité aussi. J'ai déjà programmé. Mais la liquidation, c'est une façon de fermer le dossier et de pouvoir redémarrer. C'est-à-dire, on a clôturé le truc. Et c'est vrai que l'oubli, après, c'est 3, 4, 5 ans. J'ai un copain, je dirais pas qui, je dirais pas où, mais au dernier jour de son RJ, ils ont sabré le champagne dans le tribunal. Avec le président du tribunal. C'est pas mal, je trouve. C'est un bon signal. Ça doit se fêter. Ça doit se fêter, oui. Parce que c'est une libération, n'est-ce pas, Eric? Et nous, on fait le rebond. Moi, j'ai... Alors, caractéristique bourguignonne, donc on ne fait rien sans fait. Donc, tous les ans, on fait une réunion avec tous les entrepreneurs qui ont rebondi dans l'année et on leur remet un diplôme. Ça roule. On remet un diplôme parce que moi, je pense que c'est un truc typiquement français, mais sur LinkedIn, il devra avoir accompagnement 60 000 rebonds pendant 2 ans et en être fier. En être fier d'avoir rebondi, d'avoir... Voilà, moi j'ai liquidé ma boîte, j'ai fait ça, j'ai rebondi. Donc on leur donne un diplôme, c'est une idée d'une entrepreneuse qui est en cours de rebond, qui a dit qu'il faudrait célébrer ça par un diplôme, et on fait la fête. Merci. Voilà. Merci en tout cas pour ce témoignage. On s'entache avec Dom chaque mois et demi en tout cas. Puisque vous savez, ici vous êtes dans un campus, donc il y a une usine à côté, d'accord, mais la transmission est au cœur même de ce qu'on a voulu faire avec Anthony.
et on trouve avec l'équipe éditoriale et tous les supports de Studio Mag et la qualité de ce bonhomme-là, des réunions formidables, extrêmement libres, qui sont à politique, à ce que vous voulez, qui sont tournées vers l'amour, ça c'est vrai, et vers l'esprit d'entreprendre. Et pour nous, entreprendre, c'est pas créer une boîte, c'est être acteur de sa vie. Donc c'est là-dessus qu'on veut en tout cas vous réunir et vous inviter à partager des choses. Moi je suis très touché par ces témoignages. Je suis entrepreneur comme je suis un vieux monsieur depuis très longtemps, et j'ai autant échoué que ce que j'ai réussi. Donc on pourra en parler en buvant quelques bières, même je vous crois une qui a du vin, c'est un truc de dingue. Ouais, Comme si Beaune était une ville de vin. On est allé taper l'expert comptable, donc, qui fait du vin aussi. Donc, voilà. Et je vous partagerai, mais pas là parce que ce serait long, pourquoi vous avez 5 toiles ici qui sont des imitations de Pierre Soulages, qui m'a accompagné toute ma vie. La première fois, il m'a fait croire que c'était un original. Et si c'était un original, peut-être qu'il y aurait d'autres moyens de sécurité que ce qu'il y a. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la lumière n'existe que dans les ténèbres, hein, et que donc l'échec dont vous parliez, qui est un drame en France dans notre culture, l'échec est infiniment lumineux et est un espoir fou vers des choses qui sont en lumière et non pas en noirceur. Alors, qu'est-ce qu'on a préparé? Alors, c'est difficile à... Alors moi, je citerai plus Descartes, le discours de la méthode, qui commençait de la façon suivante. L'humanité est faite que de bon sens. Il a commencé comme ça, Descartes, au XVIIe siècle. Il a dit l'humanité n'est faite que de bon sens. Et c'est vrai. Et il ajoutait malicieusement dans la fin de sa phrase, et pour autant, tous ces gens qui se croient bien omniscients, et etc., sont, paraît-il, eux-mêmes consciencieusement bien pourvus. Et je ne sais pas si tu as suivi, mais Descartes était assez compliqué à suivre. Mais je t'ai suivi. Et voilà. Alors, il y avait un exposé de philo. Non, ce qu'on a préparé, c'est à boire et à manger. C'est une danse à deux. Voilà. Wow. C'est quand même mieux de danser à deux. Oui. Hein? À 3, on va faire un truc avec Maxime aussi. Moi, sur le trio, moi je... Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait boire comme bière avec, par exemple, un burger ou un plat qui aurait... Alors, on va vous faire déguster. Avec Maxime, on a ouvert un restaurant France Drive qui se situe à 300 mètres plein est de la position sur laquelle nous sommes. Donc à 300 mètres à vol d'oiseau, vous avez des burgers 100% terroir, avec une traçabilité 100% Côte d'Or pour l'essentiel et de plus en plus de frais, et un souhait de partager des valeurs et du qualitatif sur de la restauration rapide. Maxime, on est le gérant ici à Beaune, et on va vous faire déguster 3 petits burgers qui sont faits avec du pain du jour, évidemment, avec notre recette de pain qui vient des moulins du coin, avec de la viande qui bien évidemment vient du coin, puisqu'on achète chez 3 fermes à côté d'Arnel-Dux, abattu à Autun, on fait des vrais steaks hachés maison. Et avec ces petits burgers maison, on va vous proposer un avec de l'époisse, un autre avec... alors il y en a un autre qu'on va faire au poisson, avec les truites de l'Aube de la pisciculture de Vauxhall-sur-Aube. Un petit duo de truites... oui, parce qu'on essaie de faire local. Et puis un complètement gourmand qui est moins local, mais c'était pour la gourmandise. On va faire un petit burger foie gras et gambas aussi. Voilà. Ah ouais. Et donc maintenant, il faut associer. Il n'y a pas de gambas dans le coin. Faut associer. Alors pour la petite histoire, quand même, au départ, il avait prévu autre chose. Non. Moi je m'en fous, je balance. Légèrement changé. Il y avait un emmerdeur. Et ce chieur dit, parce que moi je suis dans les feeds, donc je balance. C'est pas très Côte d'Or tout ça. Du coup, il les a fait rebosser. Ça c'était hier soir, hein. Ouais. Parce que, voilà, ils ont rebossé à la minute et bravo pour trouver votre machin de la truite de l'Aube. Oui, on a travaillé avec la pisciculture des truites de l'Aube qui fait des beaux filets de truites. Parce qu'on est dans la révélation, on partait sur du cabillaud au début. Après, on ne peut pas avoir que du local aussi. Non mais on essaie de faire... voilà, il y a des produits qu'on ne trouve pas ici. C'est d'homme tel que vous le connaissez. Alors, d'abord, vous voyez tout ce qui est là, vous pouvez le boire.
Ça veut dire qu'il n'y a pas... On est non dogmatique ici. Et puis chaque palais est chaque palais. En revanche... C'est une liquidation? Peut-être. C'est un vieux stock. Elles sont trop vieilles, on ne peut pas les vendre, donc il faut les boire. Moi, je vous conseillerais avec le poisson de prendre du vin, bien sûr, parce que le vin, c'est bien meilleur que la bière. Ah, Mais oui. si vous, on est d'accord là-dessus. Si vous prenez une bière, prenez plutôt une blanche. Vous savez, les blanches, ce sont des bières de blé, un petit peu acidulées. Donc avec le poisson, ce sera bien, ça vous remplacera le citron, que vous n'aurez pas. Avec quoi après? Tu as du foie gras? Ouais, j'ai du foie gras avec du gambas. Ben, foie gras, ce qui est bien, c'est de retrouver le côté toasté, parce que le pain ne sera pas toasté. Donc avec une ambrée, parce que vous allez retrouver le côté toasté de l'ambrée. Et le troisième, c'est Époisse. époisse. Alors époisse, là, je vais vous dire, Là, c'est Côte d'Or. là, il faut y aller. Il faut prendre la bière qu'on appelle ici la bière d'Alain Sugno. Ah bon? Ah putain, il va faire la gueule. Non, ce qu'on appelle la bière des hospices. Parce que quand j'ai voulu lancer la bière des hospices, qui est 3 céréales, 3 épices, je raconterai ça, le problème c'est que si je demande l'autorisation, je ne vais pas l'avoir. Et oui, parce que juridiquement, ça pose un problème. Et un jour, M. Sugno, qui adore faire des conférences ici, il y avait 110 personnes là, debout. Et puis il dit, Jean-Claude, viens donc accueillir tout le monde. Je dis, ben voilà, avec Alain, on va faire un coming out. Donc il me regarde, il me dit, c'est quoi? Ça s'est passé? Je lui dis, voilà, Alain a souhaité, et je prends la bière, qu'on lance ensemble la bière des hospices, ici à Besançon. Donc j'ai découvert à travers ton dernier article qu'Alain aimait le burger, puisqu'il est venu... Oui. Voilà. On l'a piégé aussi. Et je voulais vous dire qu'Alain aime aussi la bière. Voilà. Sur tes conseils, sur Moi, tes conseils. oui, mais voilà. Soyez les bienvenus, vous êtes ici chez vous. Sachez qu'on peut très librement organiser ce que vous voulez. C'est un lieu de partage des savoirs, de transmission des connaissances. Donc vraiment, n'hésitez pas, venez quand vous voulez. Voilà. Et c'est tout. C'est tout? Et on va manger. Eh bien, merci. Bravo. Merci.